Le conte de fées hollywoodien d'Emma Watson vient de se transformer en séance de flagellation publique. Emma Watson est enfin sortie de sa grotte. Elle aurait peut-être pas dû. Après des années de silence, elle a enfin parlé. Dans un podcast. La confession derrière un micro moelleux. Et dedans, elle a voulu régler son histoire avec le clash avec J.K. Rowling. Et cette fois, ça lui a coûté cher. Elle a voulu faire une réconciliation pleine de sagesse et de gratitude, mais ça s'est transformé en démolition directe. Elle a, écoutez bien comment elle va parler de sa relation et de son clash avec J.K. Rowling. C'est l'équivalent verbal de esquiver un champ de mine. On sent qu'elle essaie d'être profonde, spirituelle, apaisée. Mais à chaque phrase, t'as envie de lui dire « Emma, recule, tu vas exploser ». Il n'existe aucun monde dans lequel je pourrais la cancel, ou quoi que ce soit dans ce genre. Je ne sais pas quoi faire d'autre, à part garder ensemble ces deux choses qui semblent impossibles à concilier, en espérant qu'un jour, elles s'uniront, ou qu'on acceptera qu'elles ne s'uniront jamais, mais qu'elles peuvent quand même être vraies toutes les deux. Le cul entre deux chaises? Mon vœu le plus profond, c'est que les gens qui ne partagent pas mes opinions continuent de m'aimer. S'il vous plaît, aimez-moi! Et que moi, je puisse continuer à aimer ceux avec qui je ne suis pas d'accord. Je vois un monde aujourd'hui où on a la permission de jeter les gens, comme s'ils étaient remplaçables. Et moi, je crois que personne ne l'est. Quelles que soient les opinions, chacun mérite au minimum d'être traité avec dignité et respect. Ah bon? Oh, c'est intéressant ça, tiens. Surtout venant de la part d'une meuf qui a craché publiquement sur Rowling pendant 5 ans, comme si c'était son sport du week-end. Bon, si on veut rester gentil, on peut juste souligner que Emma a dû sentir le vent qui tournait. Qu'après des années à suivre la mode de cancel ta créatrice, elle s'est dit que ça serait peut-être pas mal de passer en mode réconciliation cosmique. Une sorte de manœuvre diplomatique. J'embrasse tout le monde, même ceux que j'ai grillés au bûcher. Sauf que voilà, cette interview, elle a fini par tomber sous les yeux de Madame la sorcière. Et jusqu'ici, Rowling, elle observait tout ça en silence. Mais là, elle s'est dit, ça y est, on passe en mode taquin, j'ai envie de répondre. Et elle a commencé à répondre en partageant une parodie. Il y a une humoriste, en fait, qui a parodié l'interview de Emma, cette façon de, namasté sous l'exomile. Genre, la meuf, elle aime tout le monde. J'aime beaucoup Joanne. Et j'aime beaucoup les gens qui veulent la tuer. Elle a changé toute la trajectoire de ma vie. Et je n'oublierai jamais ça. J'aurai toujours beaucoup d'amour pour elle dans mon cœur. Et j'espère qu'elle ressent la même chose pour moi. Mais je me tiens aussi aux côtés de ceux qui la détestent, lui veulent du mal et souhaitent le pire pour elle. J'espère qu'elle va continuer à écrire et que ses livres deviendront à nouveau des films à gros succès et qu'on pourra un jour retravailler ensemble. Ouais, mon agent ne m'a pas rappelé depuis longtemps. La punch finale de « mon agent ne m'a pas appelé depuis longtemps », ça fait rire tout le monde sauf Emma. Parce qu'en fait, c'est la vérité. Mais ça, c'était juste l'échauffement. Parce qu'après des années à encaisser sans brancher les pics de ces petits sorciers ingrats, Rowling a décidé que la coupe était pleine. Donc, elle a sorti la plume, l'encrier, donc son compte Twitter, quoi. Donc, elle a commencé doucement, genre, je suis au-dessus de tout ça. Elle a écrit « Aucun acteur ne me doit la moindre allégeance, même s'il a joué dans une œuvre que j'ai créée. » Jusque-là, tu dis « Ok, c'est mature, c'est posé. » Mais ensuite, elle glisse le couteau sous la table avec un sourire. Emma Watson et ses collègues ont parfaitement le droit de défendre les idéologies liées à l'identité de genre. Ces croyances sont protégées par la loi. Et je ne voudrais surtout pas qu'ils subissent des menaces, des violences ou des menaces de mort. Comme ce qui m'est arrivé à cause d'eux. En gros, je vous respecte, mais vous n'êtes pas prêts pour le karma. Puis, elle s'énerve pour de bon. Emma et Dan ont clairement montré ces dernières années qu'ils pensent avoir le droit, voire le devoir, de me critiquer publiquement. Simplement parce qu'ils ont un jour bossé sur mes films. Ils se sont autoproclamés porte-parole du monde que j'ai créé. Et la punchline de la ex-patronne des stagiaires, en d'autres termes, vous êtes juste une bande d'ingrats, des employés temporaires qui savaient réciter des phrases que j'avais écrites. Et maintenant, vous pouvez gentiment aller vous faire foutre. Et le tout, bien sûr, rédigé avec cette élégance britannique. Mais ce qui a vraiment piqué Rowling, en réalité, c'est pas le podcast, c'est bien avant. C'est ce vieux coup de poignard au BAFTA. Tu te souviens de ce moment au BAFTA, quand Emma monte sur scène et balance l'air innocent? Je suis là pour toutes les sorcières, sauf une. Ah ouais. Ouais, ce petit sauf une qui a fait marrer tout le monde, sauf la principale intéressée. Je suis là pour représenter toutes les sorcières, sauf une. Alors après, il y en a qui ont dit qu'en réalité, elle a dit « by the way » et non pas « except the one ». Je sais pas, à ton avis, elle a dit quoi? « Except the one, by the way ».
Mais bon, Emma, elle n'a jamais nié que c'était un tacle. Et Rowling, elle n'a jamais oublié. Et en vérité, c'est là que tout a basculé pour moi. Mais il y a eu un post-scriptum encore plus douloureux que la phase en elle-même. Elle raconte en fait que Emma, après cette cérémonie, elle a décidé à quelqu'un de lui transmettre une note manuscrite, avec une seule phrase écrite. Je suis désolé pour ce que vous traversez en ce moment. Alors qu'elle a mon numéro de téléphone. Et à ce moment-là, des menaces de mort, d'agression, de torture pleuvaient sur moi. Et elle venait d'ajouter de l'essence sur le feu. Elle a cru qu'une ligne gribouillée sur un papier suffirait pour me prouver sa gentillesse. Et la Rowling, elle sort le lance-flamme. Comme beaucoup de gens qui n'ont jamais connu la vraie vie sans coussin de luxe et de la célébrité, Emma n'a tellement pas d'expérience du réel qu'elle ignore même à quel point elle est ignorante. Elle n'aura jamais besoin d'un refuge pour sans-abri. Elle n'aura jamais à dormir dans une salle commune d'hôpital public ouverte aux deux sexes. A-t-elle déjà su se déshabiller dans un vestiaire municipal devenu mixte? Est-il probable qu'elle ait un jour besoin d'un centre d'aide aux victimes de violences qui refuse désormais de garantir un accueil réservé aux femmes? Ou qu'elle se retrouve enfermée dans une cellule avec un vieux qui s'identifie comme femme et a été transférée dans une prison féminine? Moi, j'étais pas millionnaire à 14 ans. J'ai écrit le livre qui l'a rendu célèbre alors que je vivais dans la pauvreté. Et c'est précisément cette expérience qui me fait comprendre ce qu'est la destruction des droits des femmes, à laquelle Emma a si joyeusement participé, représente pour celles qui n'ont pas ces privilèges. Et là, la cerise sur le pudding, et le plus ironique, c'est que si Emma n'avait pas choisi, dans sa dernière interview, de dire qu'elle m'aime et qu'elle me chérit, changement de cap je soupçonne très opportuniste, vu que m'insulter est devenu un peu moins à la mode, je n'aurais sans doute jamais été aussi franche. Emma a parfaitement le droit d'être en désaccord avec moi, et même d'exprimer ses sentiments en public. Mais moi aussi, j'ai ce droit. Et j'ai enfin décidé de m'en servir. Fin de citation. Ah, dans ce pavé, elle l'a littéralement traité de profiteuse sans colonne vertébrale, opportuniste sans honte, amie des beaux jours et gamine privilégiée, qui n'a jamais bossé un seul jour de sa vie, ce qui est un peu la vérité. Et selon Rowling, si Emma essaye soudain de rejouer la carte de la réconciliation, c'est juste parce que c'est devenu politiquement sans danger. Et là, franchement, j'ai vu des fatalities dans Mortal Kombat qui étaient plus tendres que ça. C'était une exécution verbale complète. En fait, en un seul post, Rowling a transformé Emma Watson, de militante un peu moralisatrice mais globalement respectée, en un symbole de tout ce que les gens détestent chez Hollywood. Elle a souligné son ton condescendant du genre « laissez-moi vous expliquer la vie, moi je sais ». Et ce conformisme vide qu'on essayait de faire passer pour de la profondeur intellectuelle. Mais le pire dans tout ça, c'est en fait de souligner qu'Emma change d'avis dès que ça devient impopulaire. Qu'elle n'a pas de réelle opinion, juste un radar à tendance. Et attention, moi non plus je ne prends pas position, je relate ce qui s'est passé. Ce qui s'est dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit, donc devenez pas fous dans les commentaires. Et donc la question c'est, est-ce que Emma peut revenir après ça? Parce que soyons honnêtes, sa carrière ciné, elle est déjà arrêtée depuis 6 ans, quand elle a décidé de se concentrer sur l'activisme. Et vu la vitesse à laquelle le public change de cause ces temps-ci, ça va être compliqué de revenir. Mais sauf quand même, malgré le fait qu'elle n'a pas eu de gros rôles depuis une dizaine d'années, elle reste quand même la numéro 1 de tous les deepfakes, tu vois, avec des ham-ham. Ouais, d'après les stats des sites porno, c'est elle qui est la plus populaire. Alors, je peux vous en balancer quelques-uns sur mon Telegram, et si je peux pas, donc abonnez-vous à mon Telegram. Mais je comprends pas pourquoi autant de gens sont amoureux d'elle. Toi, c'était ton cas ou pas? Tu me le dis dans les commentaires. Toi, t'es de quel côté? Dans les commentaires, tu me dis, est-ce que t'es plutôt Rowling ou plutôt Watson? Oh, gros débat. Mettez un max de likes avec votre baguette magique. Et dites-moi, êtes-vous prêt à savoir si Emma Watson va se faire enterrer vivante? Ah, le russe, c'est partus. Ah, Emma Watson. Cette fille, c'est littéralement une success story sortie d'un conte de fées. Connue dans le monde entier grâce à Harry Potter, elle avait déjà empoché 32 millions de dollars à l'âge de 20 ans, 75 millions à 27. Ah, la magie, ça paye bien. Et là, elle vient d'avoir ses 35 ans. Sauf que depuis 2019, plus aucun film. Ah, silence radio à Hollywood. Le balai est au garage, la baguette, elle prend la poussière. Et franchement, même si elle fait semblant de faire sa petite pause spirituelle, qu'elle a besoin de respirer, qu'elle en a marre d'Hollywood, ça sent que ça lui manque. Ou alors c'est l'oseille qui lui manque. Parce que ce podcast-là, c'est pas juste une interview. C'est presque une séance de réanimation médiatique. D'ailleurs, ce podcast est fait descendre sur les réseaux parce que, en fait, il y avait plein de censure. Donc, tous les gens qui insultaient dans les commentaires, ils se faisaient censurer tout de suite. Et donc, tout donnait l'impression d'une opération com désespérée. Tout le monde se rend bien compte que la carrière d'Emma Watson, elle est dans le coma depuis belle lurette. Mais c'est vrai qu'elle est méga connue, tout le monde la connaît. Et ça a commencé il y a bien longtemps. Emma Charlotte Duer Watson, née à Paris en 1990, dans une famille de 2 avocats très bien installés. Donc forcément, enfance version premium, des écoles privées, des cours particuliers, des maisons de campagne, et probablement une nounou qui lui servait du cacao bio avant de dormir. Bref,
la vie de château. Et un de ses petits hobbies d'enfant bourgeois, c'était le théâtre. Donc pas étonnant, lorsqu'on a tout, il reste plus qu'à chercher les applaudissements du public. Et puis en 1999, un truc improbable explose. Une saga de bouquins sur un gamin à lunettes avec un hibou. Harry Potter. Les studios se disent ok, on va faire un film, mais il nous faut des enfants anglais, crédibles. Ils fouillent, ils cherchent et finissent par tomber sur une école d'art dramatique à Oxford, où une gamine nommée Emma Watson récite Shakespeare avec des couettes. Et 8 auditions plus tard, donc quand même 8 auditions elle a passé, elle décroche le rôle. Et voilà comment une fille née à Paris, élevée à Oxford et nourrie au jus de privilèges est devenue Hermione Granger, la sorcière la plus célèbre du monde. Après, blague à part, pour une gamine d'à peine 10 ans qui avait jamais mis un pied sur un plateau de tournage, elle se débrouille plutôt bien. Bon, Daniel Radcliffe était meilleur, on est d'accord. Mais on va pas commencer à lancer une guerre dans les commentaires, hein. Et il faut dire que durant les tournages de Harry Potter, Rowling avait un très grand rôle. Elle jouait un peu le rôle de la marraine pour ses enfants. Et les trois l'ont souvent dit, hein. Elle les conseillait, elle les écoutait, elle les soutenait comme une vraie figure maternelle. Et dans son podcast, Emma, elle a elle-même évoqué cette période avec beaucoup d'émotion, en parlant de la gentillesse et du soutien que Rowling lui avait apporté quand elle n'était qu'une petite fille. Donc, Harry Potter, évidemment, est devenu un phénomène mondial, des milliards au box-office, des foules en délire, des années de tournage non-stop qui ont laissé Emma et les autres totalement rincés. Elle n'a rien tourné d'autre avant 2007. Elle a fait Ballet de Shoes, un téléfilm que personne ne regarde sauf les insomniaques de la BBC, et les critiques étaient tièdes. Sa carrière solo n'a pas vraiment démarré. Et derrière, la magie sur l'écran, c'était pas vraiment très magique. Les enfants stars étaient épuisés, lessivés par les tournées, promos, la pression des studios qui ne dormaient jamais, à tel point qu'après la coupe de feu, Emma a sérieusement envisagé de quitter la saga. Et puis bon, un contrat avec plusieurs millions, ça te redonne vite la foi en la magie. Et puis en 2011, rideau final. Elle a tourné dans Les Reliques de la Mort partie 2, et donc pour la première fois, Emma se retrouve seule. Plus de poudlard, plus de baguette, juste la réalité. Alors qu'elle avait littéralement grandi à l'écran. Pas d'enfance normale, pas de vie anonyme, et visiblement, pas de plan B. Donc dans ses rôles post-poudlard, elle a essayé plein de trucs entre les films d'auteur, des films à gros budget, mais il n'y avait aucun carton au box-office. Par contre, que des bonnes critiques pour son jeu. Tout le monde disait qu'elle jouait bien, mais ça ne marchait pas. Mais elle est quand même adulée par tout le monde, et à 25 ans, elle est vraiment au sommet de sa gloire. Éclectique, confiante, elle enchaîne des rôles exigeants, les interviews bien calibrées. Hollywood la vend comme la nouvelle Hit Girl. Jeune, brillante, engagée, et surtout, gros point bonus à Los Angeles, politiquement irréprochable. Elle dit toujours la bonne chose au bon moment. La version féministe éco-responsable est labellisée de Safe for Instagram de l'ancienne sorcière. Et quand le mouvement MeToo a explosé, Emma s'y jetait comme une mouche sur un pot de confiture. Discours sur le féminisme, conférences, hashtag création de collectifs. Elle a même été nominée à l'ONU comme ambassadrice de bonne volonté pour les femmes. Parce que bien sûr, personne ne comprend mieux la détresse des femmes dans des régimes oppressifs que une actrice millionnaire, élevée dans le privé, qui n'a littéralement jamais eu de vrai boulot dans sa vie. Et très vite, Emma ne se contente plus de faire des discours devant des politiciens endormis, elle veut que son activisme entre directement dans ses films. Et donc le scénario du film La Belle et la Bête, dans lequel elle a joué, a été réécrit à sa demande. La Belle n'est plus qu'une simple rêveuse romantique, mais une inventrice ingénieure. Et j'ai aussi obtenu un diplôme d'ingénieur par alternance. Et bien sûr, il y a déjà des gens qui critiquent sa vision politique, qui est un peu « je soutiens la cause du moment ». Peu importe le sujet, la nuance ou la complexité, tu pouvais être sûr qu'Emma serait là, en train de réciter le résumé du dernier post-progressiste à la mode. C'était plus vraiment une personne avec des opinions, c'était une collection de citations safe, emballée dans un corps d'actrice bien coiffée, et livrée avec un ton snob typiquement british. Mais comme dans une potion ratée, à force d'y mettre tous les ingrédients du politiquement correct, fallait bien que ça explose un moment. Et le clash contre qui tout a été éclaté, c'était contre celle qui l'a rendue célèbre. En fait, elle a commencé à critiquer le point de vue de Rowling sur les LGBT. Parce qu'à un moment donné, Rowling a commencé à exprimer ses quelques réserves sur les questions de genre, tout en restant fidèle à ses convictions féministes. Mais Emma, c'était pas le même féminisme. Alors, reprenons la chronologie de ce clash légendaire et qu'est-ce qui s'est passé avec J.K. Rowling. En mai 2018, c'est le premier tremblement de terre. Rowling se fait descendre sur Twitter pour avoir liké un post qui disait que les femmes trans sont des hommes en robe. Premier like, premier scandale. À ce moment-là, elle s'est justifiée en disant qu'elle a pas fait exprès, qu'elle voulait pas liker, qu'elle voulait juste faire un screen. Décembre 2019, deuxième round. Rowling apporte publiquement son soutien à Maya Forstater, une consultante britannique virée pour ses tweets anti-trans. Et là, le ton change, parce que là, c'est plus un like malencontreux, c'est une prise de position. En juin 2020, c'est la goutte d'encre qui fait déborder le chaudron. Le média DevX publie un article intitulé « Créer un monde plus égalitaire après le Covid-19 pour les personnes
qui ont leurs règles. Donc c'est une formule inclusive censée englober les femmes cisgenres, les personnes trans et les non-binaires. Et Rowling, elle a retweeté ironiquement: les personnes qui ont leurs règles, il me semble qu'il existe un mot pour ça. Aidez-moi à m'en souvenir. Woodmonde. Ah oui, les femmes. Et boum, et là c'était l'explosion planétaire. Hollywood explose, les fans se divisent, comme si Voldemort venait d'ouvrir un compte Twitter. Et là, Emma Watson se retrouve dans une situation glissante. Parce que son job depuis des années, c'est être l'incarnation de la tendance militante du moment. Toujours du bon côté du hashtag. Ah, t'es là? Non, je suis là. Mais là, le problème, c'est que la femme à qui elle doit toute sa carrière, elle vient de s'attaquer au sein des seins de la bien-pensance progressiste. Et donc, alors que faire? Soutenir Rowling, son mentor? Garder un silence délicat et ne pas se mêler du combat? Ou retourner sa veste et l'enfoncer à coups de tweet moralisateur? J'imagine que vous connaissez la réponse. Watson poste alors: les personnes trans méritent de vivre leur vie sans être constamment interrogées ou remises en question. Sobre, poli, mais le message est clair. Le sortilège d'amitié vient d'être brisé. Et Emma, c'était pas la seule du Poudlard à critiquer J.K. Rowling. En 2020, quand J.K. a posté ses tweets politiquement suicidaires, tout le monde a pris ses distances. Rupert Grint, alias Ron Weasley, l'a surnommé la tante un peu folle. Ce qui est quand même super vexant. Mais le plus emblématique, c'est Daniel Radcliffe. Le garçon qui a joué Harry Potter. Le garçon qui avait Harry Potter tatoué dans l'âme. Il a publié une lettre publique via le Trevor Project à toutes les personnes qui ont l'impression que leur expérience des livres a été salie ou abîmée. Je suis profondément désolé pour la douleur que ces commentaires ont pu vous causer. Merci pour la gloire, Joanne, mais je dois sauver mon image Instagram. Et pendant plusieurs années, Daniel et Emma n'ont raté aucune occasion de rouler sur JK. Et Rowling, évidemment, elle n'a rien oublié. En mars dernier, quelqu'un demande sur Twitter: quel acteur ou actrice ruine instantanément un film pour toi? La réponse de Rowling, c'est 3 essais. Allez, désolé, mais c'était irrésistible. Et donc ensuite vient ce moment au BAFTA où elle dit à toutes sauf une. Puis ensuite, 2025, où Emma a retourné sa veste. Et du coup, elle s'est fait critiquer par les progressistes, parce que dès que tu retournes ta veste, tu te fais allumer. Et aussi par les fans de J.K. Rowling, parce que c'est pas suffisant, tu l'as insulté pendant trop longtemps. Et depuis, tout le monde est persuadé que Joanne Rowling veut se venger de ses 3 enfants ingrats. Et il y a une théorie que j'adore, c'est que Rowling n'a pas besoin de fric, mais elle lance quand même une série Harry Potter. Pourquoi? En fait, c'est pour rayer Daniel Radcliffe, Emma Watson et tous les autres de l'histoire. Pour que la série devienne la meilleure écranisation de son livre. Ça expliquerait pourquoi les décors et les costumes de la série sont quasiment les clones du film. C'est plus facile, il y a juste à retirer la tête de Daniel et d'Emma des affiches, des mugs, et de les remplacer par les nouveaux visages. Et vu certains choix de casting, on se dit que Rowling est peut-être en train de faire ce que Voldemort n'a jamais réussi. Rebootus totalitus. Une vengeance élégante et rentable. Tu n'écris pas, tu ne tweets pas, tu réécris. Pour effacer les gens qui t'ont trahi. Et tu gagnes encore des milliards avec. À une façon souriante, calme, mais impitoyable. Et pour Emma, en fait, tout roulait plutôt bien tant qu'elle était dans le camp de la tendance militante du moment. Et que la sorcière Rowling ne l'était pas. Mais le problème de la tendance militante du moment, c'est qu'elle change. Toujours. Et en 2025, le vent culturel a tourné à 180 degrés. L'opinion publique qui autrefois voulait brûler Rowling sur la place du village a commencé à se dire: attends, mais elle a peut-être pas complètement tort, la dame. Les gens se remettent à l'écouter, certains la soutiennent ouvertement. Et là, Emma, elle comprend qu'elle a peut-être misé sur le mauvais cheval. Et là, aujourd'hui, vraiment, je sais pas trop ce qu'elle pourrait faire pour se sortir de ce carnage. Rowling l'a littéralement passé au rouleau compresseur. Et le public, en fait, ne sait pas dans quelle case la ranger. Pour les fans de Rowling, Emma restera à jamais la traîtresse ingrate, la petite Hermione qui a poignardé sa mère spirituelle dans le dos. Mais pour les militants qu'elle soutenait si ardemment, elle est désormais la vendue. La lâche qui recule et qui essaie de réconcilier tout le monde. Et donc en résultat, elle est isolée de tous les côtés. Elle voulait jouer les adultes, la voix de la raison, celle qui transcende les conflits. Mais ce qu'elle a montré, c'est juste qu'elle vit sur une autre planète. Une planète faite de privilèges, d'illusions et de bonne conscience hors sol. Et le plus ironique, c'est qu'à la base, elle pensait apaiser la tempête. Alors qu'en réalité, elle vient juste de se prendre la foudre des deux côtés. Donc, mes Yagadus, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous kiffez Emma Watson malgré cette histoire? Moi, je vous fais des maxi Yagadacus et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais très bientôt.